Autant que ce que la France a consacré au plan de relance à l'échelle de tout le pays depuis le mois de septembre, près de 70 milliards. C'est le prix payé par Microsoft pour s'offrir Activision Blizzard et c'est l'info de la semaine. L'industrie du jeu vidéo chamboulée par cette acquisition stratosphérique qui a pris tout le monde de court mardi. Quelles conséquences pour les projets d'Apple avec Apple Arcade, l'Apple TV et le futur casque de réalité mixte? Et si tous les produits Apple avec un écran ou presque passaient à l'OLED, l'iPad Pro et les MacBook Pro notamment sont sur la liste. LG, Samsung, BYO sur les rangs, ce sera le dossier de la semaine. Il a rejoint Apple l'été dernier, mais on ne l'a appris que cette semaine. Ce Français a créé Netatmo, il a cofondé Withings. Son nom, Fred Potter, une prise de choix pour la stratégie domotique d'Apple. Ce sera l'une des infos de la semaine dans Pommes. Et puis le tuto audio, nouvelle année, nouveau Mac. 9 choses à ne pas oublier avant de vendre le vôtre. On fera la liste tout à l'heure. Jeudi 20 janvier 2022, bonjour à chacune et chacun d'entre vous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous hebdo préféré, forcément. Bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence, je crois qu'on peut le dire, sur l'actu de l'écosystème Apple. Ici Benjamin Vincent, toujours le même bonheur de vous retrouver pour passer une grosse heure ensemble et retrouver mes copains de la team iWeek. Salut François, le Truédic. Salut Benjamin, salut Ellie, salut à tous, très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, ou vendredi, ou samedi, peu importe le jour où vous nous écouterez. Et salut Ellie à Bitball. Bonsoir la team et bonsoir tout le monde, ravi d'être de retour. Les rumeurs de la semaine, ce sera tout à l'heure, Ellie. L'iPhone SE3 et le prochain iPad Air pointent le bout de leur nez. Ce sera l'un des sujets du jour. Oui, c'est très récent et on en avait parlé, mais du coup ça va arriver. Bon, printemps, il commence la production, mais j'ai même vu un site qui déjà s'est lancé sur YouTube en disant « Ça y est, il y a une keynote en mars ». Il s'avance un peu le garçon, keynote en mars, on ne sait pas. C'est pas, mais ça peut être avril. Qu'il y ait des produits au printemps, oui, il faut juste écouter iWeek, comme ça vous savez tout. Évidemment, et on va te retrouver évidemment tout à l'heure Ellie pour ton dîner 3 étoiles. Alors quel est le menu du jour ? J'ai appelé ça un dîner dans l'air du temps, donc c'est un dîner un peu en demi-teinte, c'est pas gastronomique cette fois-ci, donc non, c'est... mais il y a quand même un peu de piquant, parce qu'il faut bien un peu. Mais voilà, c'est un dîner de reprise. Je sors de ma diète médicale où j'étais obligé de faire attention à un certain nombre de petites choses, donc je reprends doucement. Bon, un dîner au ralenti, mais on va se régaler quand même avec toi, j'en suis sûr. François, ma maison connectée, c'est avec toi le rendez-vous domotique HomeKit chaque semaine dans iWeek. Donc quel est le programme aujourd'hui ? J'ai trouvé 2 ou 3 petites infos plutôt sympas, mais ce sera assez succinct aujourd'hui après le gros morceau de la semaine dernière et du CES et de toutes ces nouveautés qui sont toutes plus alléchantes les unes que les autres. Ouais, bon, l'arrivée de Fred Potter chez Apple, c'est intéressant pour toi, non ? Bah oui, et puis quand on voit ce qu'a fait son frère Harry en plus. Bref. C'est mal, Pardon. Je l'attendais. Très bien. Non, c'est plutôt cool parce que Netatmo c'est une boîte qui est quand même qui propose pas mal de produits et je pense que il peut sans doute amener son expertise sur la partie domotique et il y a beaucoup de progrès à faire sur HomeKit. On l'a dit et on le répète régulièrement. Donc va-t-il s'atteler aussi à une nouvelle interface ? Ce serait bien parce que je trouve que l'interface d'HomeKit est quand même pas top de l'application Home, que ce soit sur l'iPhone, sur le Mac, sur l'iPad, etc. Il y a pas mal de boulot, donc on va voir ce que ça va donner. Mais ce qui est assez marrant quand même, c'est le temps qu'on a mis à avoir l'information, n'est-ce pas ? Je pensais que vous aviez des oreilles partout, mais il a bien gardé l'info, visiblement. Ouais, absolument. Et comme il est arrivé l'été dernier, ça va peut-être bouger assez vite, parce qu'on est déjà en janvier, donc il a déjà eu quasiment 6 mois. Peut-être que ça va pas trop tarder. À suivre dans ce numéro d'iWeek, une mise à jour dispo pour les AirPods 3, une encoche sur une tablette, mais pas chez Apple, un chargeur MagSafe de voyage et des sous-titres temps réel dans FaceTime grâce à SharePlay.
On va pas s'ennuyer, j'espère que vous non plus. Alors on a besoin de votre soutien et vous avez plusieurs moyens d'agir. Si vous appréciez notre boulot et si vous voulez faire une bonne action, rejoignez nos contributeurs sur Patreon. Vous choisissez le montant pour chaque épisode, une sorte de récompense pour iWeek, à partir d'1,50€ par épisode sans aucun engagement. C'est ce qui nous permet de tenir, de continuer iWeek et de le développer. Une seule adresse pour nous soutenir, patreon.com/iWeek. Nous soutenir, c'est également relayer nos tweets, liker et surtout retweeter à partir du compte Twitter iWeekNews. Followez-nous et partagez nos tweets avec votre communauté. Vous pouvez aussi échanger avec nous en utilisant le hashtag iWeekLSA. LSA comme la semaine Apple. Et puis, essayez i5, le podcast quotidien compagnon d'iWeek. i5, c'est l'essentiel de l'actu Apple jour après jour, du lundi au vendredi. 5 infos, 5 minutes, 5€ par mois. 4,99 pour être précis, sur Spotify et sur Apple Podcast. Abonnez-vous, on a besoin que vous soyez de plus en plus nombreux. Voilà, dans un instant, Apple vers le tout OLED, point d'interrogation. Mais tout de suite, le choc, le séisme, l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Quelles conséquences pour la stratégie gaming d'Apple? A tout de suite. C'est un chèque avec 9 zéros, 68,7 milliards de dollars. C'est le montant que Microsoft a accepté de débourser pour s'offrir l'un des géants du jeu vidéo, le studio Activision Blizzard, avec notamment la licence Call of Duty, le jeu le plus vendu en France l'année dernière devant FIFA. C'est dire si ce coup de Microsoft est un coup de maître. Alors, par rapport à Sony évidemment, mais aussi par rapport aux plateformes de streaming. Je pense à Netflix qui est arrivé sur le secteur, je pense à Amazon, je pense à Google, mais je pense aussi à Apple qui a lancé Apple Arcade. Et même si le sujet n'est pas fondamentalement un sujet Apple, il nous intéresse aussi parce que Apple a mis un orteil dans le monde du jeu vidéo, a peut-être des ambitions bien plus grandes, notamment avec l'arrivée du futur casque de réalité mixte. Et je vous propose qu'on en discute quelques minutes, les amis, parce que cette annonce qui est tombée mardi en début d'après-midi, que personne n'attendait, eh bien, elle a provoqué des réactions qui vont au-delà de la surprise. Chez Ubisoft, on s'est dit abasourdi, et c'est un petit peu comme ça dans toute l'industrie. C'est vraiment un jour qui change la donne à l'échelle de toute cette industrie qui pèse plus lourd que le cinéma et la musique réunis. C'est dire si c'est important. Oui. D'abord, quel est votre sentiment, votre réaction à cette acquisition de Microsoft pour s'offrir Activision Blizzard? Ellie? C'est le pouvoir de l'argent, donc c'est vrai que c'est un peu un séisme. L'impact doit être énorme pour surtout des gens comme Sony. Mais je comprends évidemment Ubisoft, qui est un studio même très très puissant, mais un peu indépendant par rapport à un mastodonte comme Microsoft. Pour Apple, c'est un peu moins évident parce que Apple Arcade n'est pas dans la catégorie d'un jeu qu'on peut avoir sur console. Donc c'est sûr que la décision de Microsoft, avant toute chose, c'est parce que eux ont un truc qui s'appelle la Xbox. Et la Xbox, il leur faut des jeux en exclusivité. Un peu comme Sony. Sony a vraiment la grande capacité à sortir des exclusivités qui ne tournent que sur PS5 par exemple ou les autres PlayStation, et ce qui fait que les gens sont capables d'acheter une console parce qu'ils veulent ce jeu qui est exclusif et qui n'est sorti que dans cette console-là. Microsoft évidemment avait la saga Halo qui a fait vendre énormément de consoles, mais là Call of Duty c'est vraiment un truc majeur. Bon, le gros avantage pour Microsoft, c'est qu'ils le vendent sur Xbox, ils peuvent le vendre aussi sur des PC fonctionnant sous Windows. Donc, pour eux, c'est énorme. Pour Sony, c'est un gros coup dur. Pour les développeurs de logiciels, même les gros studios à côté, c'est aussi un coup dur, parce que se battre avec Microsoft, ça va être compliqué. Bon, et pour la réalité virtuelle dont on a parlé, donc que ce soit Meta ou Apple peut-être, on verra, parce que c'est un nouvel univers et je ne sais pas si Apple a un focus gamer là-dessus, en partie où je pense oui, mais eux ils parlent vraiment d'un monde professionnel et surtout dans la première version de ce casque à un prix exorbitant dont on va parler tout à l'heure.
peut-être que eux, ils regardent ça attentivement, mais ça les impactera peut-être dans un deuxième temps. Je suis moins inquiet pour Apple que pour Sony ou d'autres développeurs. François, comment est-ce que tu as réagi quand tu as appris la nouvelle mardi de cette acquisition pour près de 70 milliards de dollars ? Déjà, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le montant quand même, parce que j'ai vu passer les chiffres. Alors, je vais pas les redonner, mais quand on voit par exemple ce que Disney a payé pour acheter Marvel, pour acheter la franchise Star Wars, Lucasfilm, etc., les montants c'est de l'ordre de même pas 10%, 5% par rapport à ce que... Ouais, c'est rien. Oui. C'est Marvel, 4 milliards, c'était je crois. 4 milliards 2. Star Wars, c'était 4 milliards 0,5. L'achat de Pixar par Disney en 2006, c'était 7 milliards 4. Ouais. Donc on est effectivement à moins de 10% du montant là pour Activision. La seule acquisition qui est comparable en termes de montant, c'est quand Disney a fait l'acquisition de la Fox, qui a été finalisée en mars 2019. C'est quasiment le même montant que pour Activision, 71,3 milliards de dollars. Mais c'était la Fox. Mais avec un catalogue de films juste incroyable, quoi. Voilà. Donc ça montre bien aussi l'enjeu du jeu vidéo qui égale, voire dépasse l'enjeu du cinéma, par exemple. Et le pouvoir infini de l'argent aujourd'hui, où il n'y a plus aucune limite. Je ne sais pas si quelqu'un chez Microsoft avait entendu parler le président et il a dit « Quoi qu'il en coûte !» Et donc, allez hop. C'est malin. Bon, François, on t'a interrompu. C'est pas grave. Tu parlais du montant, ouais. Ouais, non, mais le montant est assez délirant. Moi, après, je suis très loin de l'industrie du jeu vidéo, je suis pas un gamer. Déjà, je suis content parce que tu as énuméré, tu as parlé de la stratégie Apple en jeu vidéo. Je suis content parce que ça veut dire qu'Apple a une stratégie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, j'aimerais bien la connaître, mais... Il y a un truc qui s'appelle Apple Arcade, qui est un début de stratégie. Après... Et en plus, François, il est abonné parce que comme il a Apple One, il a Apple Arcade, même s'il ne l'utilise pas. Alors que moi, par exemple, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux même pas vous en parler. Et puis objectivement, avec la puissance des processeurs Apple, ce serait dommage de ne pas en profiter pour autre chose que du Excel, non ? Ou du Final Cut. Ouais, je te rejoins, mais je pense que ça n'a jamais été trop dans la stratégie d'Apple. Ça commence à l'être. Comme l'a dit Ellie, ça le sera peut-être encore plus. Enfin, ça le sera peut-être complètement d'ailleurs à la sortie du casque de réalité virtuelle et après de réalité augmentée. Maintenant, c'est le montant et c'est au niveau plus de la globalité de la stratégie de Microsoft. On sent vraiment un virage depuis quelques années. Parce qu'au final ils vont tout gérer, ils vont gérer la partie hardware, la partie software, mais la partie jeu aussi. Est-ce qu'ils vont du coup donner des exclusivités à leur propre console ? Ça paraîtrait plutôt logique au niveau de la stratégie. Quand on voit par exemple à Call of Duty, si Call of Duty n'est disponible plus que sur un PC Windows ou sur une Xbox, qu'est-ce que ça pourra donner ? Même au niveau de la concurrence, etc. C'est plus au niveau de la stratégie globale de Microsoft. Puis ça montre aussi une chose, c'est que Microsoft a clairement les dents longues de ce côté-là, sans doute plus qu'Apple. Ça m'étonne pas trop à voir dans les mois, années qui viennent, mais l'investissement c'est énorme, quoi. Enfin, le montant est délirant. Pour du jeu vidéo, moi ça me paraît aberrant, mais c'est parce que je suis pas du tout sensible à ça, mais autant tu m'aurais dit 10, 15, 20, 30 milliards pour un Pixar ou pour un Lucasfilm, je t'aurais dit oui, mais là... Enfin, c'est quasiment 20 fois plus, quoi. Enfin, c'est délirant. Le montant, moi, me paraît délirant. Alors, comme tu le dis très bien, Ellie, ça montre le pouvoir de l'argent, et c'est vrai que la valorisation de Microsoft en 5 ans, elle est passée de 500 millions de dollars à 2 milliards, à plus de 2500 milliards. Ouais. Alors, ils ont rebaissé depuis, hein, ils sont à 2240 milliards là, au jour d'aujourd'hui. Donc, ils ont un petit peu perdu par rapport à ce qui a été leur plus haut, mais ils ont des moyens très importants. Pour autant, le chiffre d'affaires trimestriel de Microsoft, c'est 45 milliards. Donc là, ils mettent 70 pour Activision. Donc ça correspond à presque un trimestre et demi de chiffre d'affaires total. Donc c'est quand même... Ils le rentabiliseront vite. Je sais pas. C'est vrai, c'est pas évident parce qu'il va falloir en vendre. Alors, d'abord des consoles, il va falloir en vendre quelques cargos. Il va falloir en produire. Ouais, il y a déjà une pénurie. Hein. Ouais. La Xbox, on la trouve pas. Hein.
Alors, c'est là où le sujet est intéressant aussi, c'est que tu parlais de l'enjeu pour les consoles Ellie, mais j'ai un peu consulté mes amis et mes contacts dans l'univers du jeu vidéo. Ils sont beaucoup à penser que c'est les dernières générations de consoles qu'on va connaître. En fait, tout le reste, tout ce qui viendra après, ce sera du cloud gaming. Donc, jouable sur sa télé, sur son Mac, sur son iPhone, sur sa tablette, sur son casque. Voilà. Et voilà. C'est aussi pour ça que l'enjeu rejoint peut-être un peu les préoccupations d'Apple, c'est que Apple se dirige aussi de plus en plus vers le cloud, et Apple Arcade, c'est aussi un service dématérialisé finalement. Oui, mais attention, parce qu'on est en train de parler d'une décision de riches pour des clients riches dans un monde de riches, parce que le cloud, je suis d'accord, mais combien de personnes n'ont pas encore la fibre? Et donc, combien de pays ont un ADSL moyen? Parce que jouer en cloud à des jeux qui sont maintenant quasiment en 8K hein, pour les derniers, c'est même pas une petite fibre qu'il faut avoir, hein, c'est la méga fibre dédiée. Hein, donc, Alors, c'est pas faux. Bon, il y a 3 milliards de joueurs aujourd'hui recensés sur la planète. Et tu connais le prix des jeux qu'on achète, on achète une boîte, ça vaut 70 €. Hein. Oui. Qui achète marché... une boîte aujourd'hui? Oui, justement, le marché il est en train de basculer sur un modèle d'abonnement comme à la Netflix, hein, où au lieu d'acheter un jeu 70 €, le Game Pass Microsoft, qui est donc l'abonnement dématérialisé avec accès à tout le catalogue, et potentiellement bientôt peut-être aussi aux licences qui font partie d'Activision et de Blizzard, c'est 13 € par mois. Donc pour le prix de 2 jeux par an, vous avez accès à tout. Et forcément, s'ils arrivent à intégrer Call of Duty et les autres licences... le coût augmentera fatalement. Que je ne dise pas de bêtises. Il y a StarCraft, il y a World of Warcraft aussi. Bien sûr. Il y a Candy Crush sur mobile. Il y a Overwatch et Diablo aussi. Ils peuvent tuer le marché, effectivement, et même si Sony, comme on leur prête l'intention, lance sa propre formule de cloud gaming au printemps, ils vont avoir du mal. Hein. Ouais, c'est ça. On va voir ce que ça donnera dans les années à venir, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Puis surtout avec la pénurie des consoles, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu, mais ça le cloud gaming aussi, forcément, du coup. Mais en tout cas, c'est une surprise parce qu'il n'y a pas eu de rumeur, on s'y attendait pas vraiment. Bon, on ne suit pas le jeu de très près. Hein, non, personne s'y attendait. Hein. Personne s'y attendait. C'est ça le truc. C'est que des fois, on arrive à faire des choses comme ça. Encore moins à ce montant-là. Ouais. C'est incroyable que l'info soit restée confidentielle jusqu'aujourd'hui. Il faut relativiser d'ailleurs ce coût par rapport même à d'autres industries. Regarde la valorisation d'une boîte comme Ford, comme General Motors, comme Toyota. Mais c'est rien par rapport à des montants comme ça. C'est juste fou, quoi. Alors qu'il y a des industries, il y a des dizaines de milliers de travailleurs, il y a vraiment des usines, il y a vraiment des... Et là, on est en train de parler du virtuel, de choses qui vont aller sur des clouds, des gens qui programment. Enfin, c'est dans notre industrie, hein, donc c'est pas du tout une critique. Mais c'est que la valorisation n'a vraiment aujourd'hui aucun sens. Ça repose sur rien. C'est encore une bulle. Et le problème des bulles, c'est qu'un jour, elles explosent. Mais bon. On va suivre cette intégration d'Activision Blizzard chez Microsoft et puis tous les mouvements qui vont avoir lieu parce que cette concentration, elle est probablement pas terminée. Sony va devoir réagir. Tencent, qui est le numéro 1 mondial, le chinois, va sans doute aussi devoir faire quelque chose. Et puis il y a Electronic Arts qui est le suivant sur la liste, hein, qui vaut à peu près 40 milliards aujourd'hui à la bourse. Donc est-ce que Electronic Arts va attiser des appétits? Il y a Ubisoft, le studio français, comme tu le disais, qui a réussi avec beaucoup de mal à rester indépendant il y a 2-3 ans, quand Electronic Arts justement a essayé de le racheter. Ils ont réussi vraiment in extremis à garder leur indépendance, mais Electronic Arts ne vaut que 6 milliards aujourd'hui, et donc voilà, ils sont...
Pour Une Apple, broutille. une broutille pour Apple. Et Voilà, comme ils travaillent une broutille. déjà avec Ubisoft, avec Apple TV+, pour cette merveilleuse série que nous aimons tous, ils ont qu'à faire un petit deal comme ça. Et les jeux Ubisoft d'ailleurs sont sans doute plus proches de l'univers Apple Arcade que ce que Activision propose. Hein. Bah, quand tu dis Candy Crush... Non mais je pensais au lapin crétin, à ce genre de, Non, mais de oui. licence quoi. Hein. Je te chambre. Et Fortnite là-dedans, ils les ont pas attaqués? Il n'y a pas un truc là mais qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment? C'est malin. Ça suffit comme ça avec Fortnite. Bon. Allez, dans quelques instants, Pommes et notamment l'arrivée de Fred Potter chez Apple. Mais avant ça, le dossier de la semaine. Est-ce qu'Apple se dirige vers le tout OLED? À tout de suite. Les grandes manœuvres ont commencé chez les fabricants de dalles et d'écrans. BOE, Samsung, LG ont commencé à modifier leurs usines pour produire davantage de dalles OLED à des formats qui font penser à des produits potentiellement Apple, tablettes, ordinateurs portables, voire plus peut-être un jour. Est-ce que vous pensez que cette évolution vers l'OLED, elle est quasi inéluctable et qu'Apple va y passer progressivement? On parle de 2-3 ans. En tout cas, oui, je pense qu'ils se dirigent en ce moment vers ça. Après, qu'est-ce qu'il y a après l'OLED ou mieux que l'OLED? Ça, je ne sais pas dire. Pour l'instant, de ce que je regarde, j'ai pas trouvé mieux. On a parlé du mini LED, on l'a tous vu dans les derniers produits Apple, dans les derniers MacBook Pro, dans un des iPads. Le mini LED, c'est bien, mais l'OLED est mieux. Donc, encore mieux. Encore mieux. Mieux que mieux, c'est encore mieux. Mieux que mieux. Aujourd'hui, de l'OLED, il y en a dans quel produit Apple, pour résumer? Dans les iPhones. Et l'Apple Watch? Et l'Apple Watch. Oui, Apple Watch, oui, c'est vrai que c'est petit, mais oui, tu as raison. Et il y avait la Touch Bar. Oui. J'en J'en ai une sur encore. les PC Dell maintenant. Pardon. Oui. Mais on va dire que cette évolution, elle a vraiment commencé avec l'arrivée sur iPhone de l'OLED. Hein. Oui, mais ça date maintenant. Parce que l'arrivée de l'OLED sur l'iPhone, c'était l'iPhone 10 quand même en 2017, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas. Maintenant, je pense que oui, ça va arriver, mais ça mettra du temps, parce qu'on le rappelle, il y a des contraintes d'approvisionnement, de construction aussi, et puis surtout des contraintes de coût. Il faut attendre que le coût de l'OLED baisse. On le voit déjà sur les télés, à la base, les télés OLED étaient très très chères, maintenant ça commence à devenir un peu plus grand public. Donc le phénomène se fait petit à petit, mais t'annonces un créneau qui à mon avis sera le bon. Il reste encore 2 ou 3 ans avant qu'on passe à de l'OLED partout, mais ça va être intéressant. Déjà avec le mini LED, on a fait quand même un gros progrès, que ce soit sur les iPad Pro ou sur les iPad Pro 13 pouces, parce que c'est que sur le modèle 13 pouces, on le rappelle, et puis sur les MacBook Pro 13 et 16 pouces les derniers, enfin MacBook Pro 14 et 16 pouces, pardon, excusez-moi, faut être précis, sinon je vais me faire taper sur les doigts sur Twitter. Mais voilà, c'est vrai que c'est plutôt sympa, hein, ça progresse petit à petit, mais à mon avis, il y aura un petit paquet d'années. Je vais prendre un exemple, ne serait-ce que sur un iPad d'entrée de gamme. L'iPad d'entrée de gamme, ce sera sans doute le dernier produit Apple à passer à de l'écran OLED, et à mon avis, quand on dit 3 ans, je pense que ce sera plutôt 4 ou 5 minimum. Ouais. On verra le premier produit en 2023, d'après les analystes. Ça sera peut-être un iPad Pro. Oui, c'est ça. Donc, ça sera peut-être un iPad Pro, puis après, on verra certainement un MacBook Pro. Donc, on commencera d'abord par les Pros. Et puis après, on verra avec la descente des prix si on sort de l'univers Pro. Ouais, et pour les MacBook, on dit 2025 au plus tôt. En même temps que la voiture, alors. Comme le dit Eli, ce sera progressif à l'image de l'évolution de techno. Là, je pense que le mini LED, on va l'avoir sans doute sur les iPad Pro 11 pouces sur la nouvelle génération, et peut-être que sur un iPad Air 6 par exemple, on aura le droit à du mini LED, et puis après on aura le LED qui arrivera sur les iPad Pro, et puis 1 ou 2 ans après on aura le LED qui arrivera sur le reste de la gamme. C'est généralement comme ça qu'Apple fait, c'est progressif, on l'a vu sur les iPhones par exemple. Ça a d'abord été l'iPhone 10, après on a eu l'iPhone 11 où c'était toujours l'iPhone 11 Pro qui avait l'écran OLED et pas l'iPhone 11 classique, et c'est qu'à partir des iPhone 12 qu'on a eu de l'écran OLED sur toute la gamme. Donc à mon avis on sera sur un même schéma. Donc imaginons qu'on ait de l'OLED sur les iPad Pro en 2023, je pense qu'on sera aux alentours de 2024-2025 minimum. Ouais.
Alors, il y a 3 conditions. Il y a des conditions de prix, évidemment. Hein. Apple ne peut pas mettre de l'OLED à prix faramineux. Il y a des conditions de production en quantité. On sait que l'OLED, historiquement, a toujours été assez compliqué à produire. Alors, surtout en grande taille. J'imagine que sur des tailles de dalles pour iPad ou pour MacBook Pro, c'est devenu relativement stable. Et puis 3, Apple ne veut pas être prisonnier d'un seul constructeur. Donc, Apple pousse pour avoir plusieurs fournisseurs. Alors il y a évidemment LG qui est le fabricant historique et le spécialiste historique de l'OLED, mais il y a BOE aussi, et puis Apple pousse pour que Samsung qui ne voulait pas entendre parler d'OLED jusqu'à il n'y a pas très longtemps, s'y mette et devienne aussi un de ses fournisseurs d'écran OLED. Ellie ? Parce que sinon, il y a Sony. Hein. Sony fait aussi un tout petit peu d'écran OLED. Hein. C'est un de ceux qui, historiquement, sont capables de faire, mais on n'en parle pas beaucoup. Ils ne sont pas listés du tout dans les sources coréennes. Laissons les capteurs photo à Sony. Et chinoises. Ouais, mais t'as raison, Ellie. Ils pourraient, mais... On va suivre les news. En tout cas, on voulait attirer votre attention et vous mettre en éveil sur cette évolution probable des produits Apple vers cette technologie d'écran à diode électroluminescente d'origine organique qui, c'est vrai, produisent de vrais noirs, puisque les diodes sont éteintes quand on veut produire du noir. C'est pas un noir simulé. Et donc, voilà, ça crée des contrastes imbattables, en tout cas, avec d'autres technologies. On marque une pause et on se retrouve pour Pommes, les 3 news de la semaine. À tout de suite. Après Maxime Véron, dont nous vous révélions le transfert la semaine dernière pour s'occuper de l'iPhone à Cupertino, un autre Français arrive chez Apple avec un beau palmarès derrière lui. Il s'agit du fondateur de Netatmo et du cofondateur de Withings, Fred Potter. Netatmo racheté par Legrand il y a un peu plus de 3 ans. Fred Potter était resté pour assurer la transition, mais son profil LinkedIn, comme le note MacG, confirme qu'il a rejoint Apple l'été dernier en tant que Distinguished Engineer dans l'ingénierie matérielle. L'été dernier, mais on ne l'apprend donc qu'en ce mois de janvier, ça fait donc 6 mois. Alors c'est un grand spécialiste des objets connectés et de la domotique qui rejoint donc Apple. Tant mieux pour lui, je suis sûr que c'est pas une mauvaise nouvelle. Et tant mieux pour Apple et pour HomeKit et son écosystème. François, c'est un vrai spécialiste et un vrai visionnaire qui a rejoint Apple avec cette spécialité autour de la maison intelligente et des objets connectés. C'est vrai que Netatmo fait partie quand même des précurseurs en matière de domotique, et puis surtout des précurseurs en compatibilité HomeKit. Ça a été une des premières marques à vraiment développer des produits spécifiquement HomeKit. Je pense en particulier aux thermostats connectés. On a eu ensuite les caméras de surveillance, les premières caméras. Ça commence à dater, moi ça doit bien faire 5 ou 6 ans que j'ai un thermostat connecté Netatmo, et c'est vrai que ce sont de très très bons produits. Et puis, c'est pas uniquement des produits de connexion pour de la connexion, j'ai envie de dire, il y a une vraie finalité derrière aussi. Je pense aux détecteurs de fumée, aux détecteurs de monoxyde de carbone, etc. Tout ça, c'est intéressant parce que c'est pas là uniquement pour domotiser, c'est là aussi avec un intérêt d'écologie, un intérêt de surveillance de l'air. Il y a plein de produits comme ça et c'est intéressant pour Apple. Et je suis curieux de voir si on aura l'occasion aussi de le voir pendant les keynotes, parce qu'on a eu souvent des keynotes où on avait des interventions d'ingénieurs, de techniciens, et c'est vrai qu'on a rarement des Français. Il n'y en a pas beaucoup quand même depuis quelques années, et je pense qu'on faudra être très attentif, et généralement les mises en scène sont plutôt sympas sur les dernières keynotes, donc j'ai hâte de voir ça, mais c'est toujours positif, et puis voilà, à suivre, mais j'ai hâte. Ellie, c'est vrai qu'un Français à une keynote, j'ai un souvenir de Bertrand Serlet. Oui. Pour macOS 10, ouais. Absolument, mais les Français sont brillants. Il y a toute l'équipe qui a travaillé sur iOS, qui était à Paris, et qui a travaillé sur des apps, sur Siri aussi, bien sûr. Donc non, mais les Français sont d'excellents programmeurs. Hein. Et surtout, ils ont de la créativité. Les Américains sont d'excellents exécutants, mais pour imaginer des choses, côté créatif français, les Américains adorent et donc c'est bien. Alors après il y a un indice parce que moi je me suis mis à Netatmo très en retard par rapport à mon ami François. Donc j'ai eu l'occasion d'installer il n'y a pas longtemps les détecteurs de fumée dont il nous avait parlé et que j'avais commandé.
Et c'est là où je me suis dit qu'en écoutant ça, que c'était prédestiné parce que l'installeur Netatmo de ces logiciels-là, il est buggé. Ça m'a un tout petit peu, je me suis dit, tiens, un logiciel qui bug. C'est autant la partie HomeKit se passe en 1 seconde, autant quand on le lance dans le Netatmo, il dit je le reconfigure, c'est bon, il est dans votre Wi-Fi, etc. Je finis juste. Et là, on attend, c'est la dernière minute chez Apple. Je finis juste. Alors, sur un des deux, je l'ai laissé 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je l'ai quitté, il était parfaitement visible dans Maison. J'ai relancé l'appli. Et il m'a dit, je vais installer le truc. Attendez, je finis. Et je me suis dit, oh là 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 là. Et là, il a fini. donc, il faut le faire en 2 fois. Ce qui surprend un utilisateur aguerri comme moi, mais peut-être pas. Sinon, on peut le laisser 1 semaine. Hein, on ne sait jamais. Ouais. Donc, bon. Si quelqu'un pouvait regarder chez Netatmo, l'installation, elle est sous 15.2 et pas top. Bon, il faut. C'est toujours la marque Netatmo, mais c'est Legrand désormais qui. Ouais, alors on n'arrivera à joindre personne. Hein. C'est voilà, trop gros. C'est un peu ce que je voulais dire. Bon, c'est pas encore évident pour Netatmo chez Legrand, mais malheureusement, souvent, quand des marques comme ça sont intégrées dans des grands groupes, elles perdent un petit peu d'abord de leur efficacité et puis de leur souplesse, de leur liberté, forcément, pour innover. Et c'est rarement une très bonne nouvelle, je trouve. C'est vrai. Mais bon, je pense que c'est la capacité à suivre les évolutions d'Apple dans les systèmes qui sont des fois très rapides. Hein. Je pense qu'à l'époque où François les a installés, ça a dû se passer nickel chrome. Et puis après, bon, tu fais les mises à jour, toi, de ton OS. Tu fais pas... Les appareils sont installés. Une fois qu'ils sont configurés, qu'ils existent, ben, c'est bon, ils sont là. Bon. Mais je sais que notre ami Sergio a eu beaucoup de soucis avec en particulier des vannes thermostatiques sur les radiateurs à tel point qu'il a viré tout ce qui était Netatmo et qu'il a mis du Tado à la place. Mais effectivement, il y a eu quelques bugs. Maintenant, je pense que Legrand a aussi investi dans Netatmo pour réussir à proposer des produits connectés qui soient efficaces parce que Netatmo a quand même une grande expérience et je pense que Legrand était un peu à la masse de ce côté-là, quoi. Donc maintenant, avec toute la gamme Celian, etc., on sent que ça évolue. Maintenant, je repère souvent sur les réseaux, on a beaucoup de gens qui se plaignent de Legrand aussi, de perte de réseau, etc. Donc à suivre. Maintenant, il faut voir, ça dépend aussi, et à mon avis, c'est là aussi où ça va devenir compliqué. N'oubliez pas que plus vous connectez de périphériques à votre borne Wi-Fi, plus la borne Wi-Fi, potentiellement, il y a un moment où elle peut saturer, elle peut commencer à merder, pour parler crûment, et je pense qu'au-delà de 20-25 périphériques connectés, ça peut commencer à être compliqué. Donc faut pas perdre de vue aussi les problèmes qui peuvent être liés à votre installation Wi-Fi derrière. Elie, pour revenir vraiment à l'origine de cette info, quel intérêt pour Apple de recruter Fred Potter, à ton avis ? Parce que c'est quelqu'un de brillant et qui peut apporter des tas de choses à Apple, donc en particulier dans le domaine de la domotique. Maintenant, ils vont peut-être le mettre sur un autre projet. Il doit avoir des capacités, effectivement, pour qu'on le nomme ingénieur distingué. C'est même un titre, hein, donc, c'est un drôle de titre, j'ai envie de dire, non ? C'est presque un titre symbolique, hein, donc c'est comme c'est les Apple Fellow, quoi. C'est pas un product manager, c'est un... Alors, il est peut-être là pour donner des idées, donc on ne sait jamais, hein. Donc, tant qu'il passe à la caisse à la fin du mois, ça va. Ça. Moi, je pense qu'Apple est à un moment où il doit falloir qu'il trouve un équilibre entre l'ingénierie et le design, parce qu'on est passé du tout design et on avait critiqué les appareils des fois trop fins, des appareils avec des problèmes parce que à force de vouloir adapter quelque chose à une forme particulière, ça avait des défauts, aux derniers produits qui sont merveilleux mais qui au niveau ingénierie et vitesse, mais qui au niveau design c'est un pas en arrière par rapport aux générations précédentes. Je parle des MacBook Pro, hein. Il faut peut-être trouver un équilibre, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on aille vers des produits genre des Lada très rapides mais très moches et lourdes. On n'est pas encore au Lada, je pense. Non, mais à chaque fois que soyons vigilants, t'as raison. Mais tu sais, à chaque fois que je soulève le 16 pouces, après j'ai dit non, mais il a un processeur de malade, hein. Mais à chaque fois que je le soulève, non. Oh non, il est tellement beau, c'est une merveille. Le 14, tu vois. Ce portable, oui.
Mais ils sont aussi épais l'un que l'autre, hein, donc... Ah bon? Ah Oui. Moi, je crois que je vais garder mon 16 pouces, alors. Bon, en tout cas, Fred Potter, moi, ça fait des années que je le croise, ou que je le croisais, parce que je l'avais rencontré à l'époque des débuts de Netatmo au CES. Netatmo était une start-up à l'époque au CES. Il a pas mal grandi, évidemment, depuis, puis Weezings, etc. Évidemment, Fred Potter, grand plaisir à t'accueillir dans A-Week. Si tu as le droit de parler, évidemment, ce qui est loin d'être sûr, mais on sait jamais. On sait jamais. Rien n'est jamais complètement impossible. Donc, la porte est ouverte et l'invitation est lancée. On passe à la deuxième news de ce POMS. C'est la part de marché de l'iPhone au niveau mondial au 4e trimestre 2021. 22% devant Samsung, 20%. Selon Canalys, l'iPhone a été une nouvelle fois le smartphone le plus vendu au monde en ce 4e trimestre. Alors c'était déjà le cas en 2020, mais l'écart se réduit et il y a que 2 points d'écart désormais entre l'iPhone et les portables de chez Samsung. Ellie, Apple a chaud aux fesses, hein. Ben oui, parce qu'en fait, la part de marché, même si elle reste numéro 1, a baissé. En fait, elle a baissé de 1 point. On est passé de 23% à 22%. À côté de ça, Samsung, lui, a cru de 3%. Donc, du coup, Samsung a cru plus qu'Apple n'a diminué. Donc, mais du coup, ils se rejoignent. Donc, ils sont à 20% maintenant par rapport à 22%. Donc, ils se rapprochent. Donc, c'est pas encore le feu au lac, comme disent mes amis suisses, mais voilà. C'est le feu dans les broussailles, on va dire. Les autres sont loin, hein, parce que en fait, eux, ils sont à 22,20, et puis après, il y a Xiaomi, qui sont à 12, et puis après, on descend Oppo 9, Vivo, que je ne connaissais même pas, 8, et puis après, les autres, c'est... on ne sait pas, c'est atomisé. Mais bon, de 20 à 12, alors que c'est quand même un gros faiseur comme Xiaomi... ben oui, donc il y a 2 qui dominent le marché, avec pratiquement 42% des smartphones, 2 marques. Bon, si on regarde les profits, par contre, les profits, Apple, je crois que c'est 92%. Hein, donc, eux, ils sont beaucoup plus rentables que Samsung. Et où est Huawei dans cette liste? Ben ici, ils sont pas. C'est bizarre, hein. Ils y sont pas. Moi, ce qui m'impressionne, c'est justement les tarifs. Quand on voit le prix d'un iPhone comparé au prix d'un Xiaomi, par exemple, c'est quand même 5-6 fois plus cher. Et quand on voit la différence de part de marché, c'est assez énorme. Maintenant, voilà, ce sont des chiffres, c'est pas des chiffres officiels. De toute façon, Apple ne communique plus sur les ventes d'iPhone, donc du coup, c'est toujours compliqué de savoir ce que ça peut représenter. Maintenant, ça maintient, Apple est devant, enfin l'iPhone est devant Samsung et c'est plutôt positif. On rappelle que la gamme iPhone aujourd'hui, c'est 7-8 téléphones maximum si on compte les anciennes générations. C'est vrai. Bon, ben on verra ce que devient cet écart l'année prochaine, puisque ce 4e trimestre, qui est le trimestre de Noël, hein, quand même, est particulièrement significatif, évidemment. Et puis la 3e info, alors c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, mais si vous avez raté i5, je voulais quand même vous faire profiter avec François de ce quiproquo qu'on a appris avec presque 40 ans de retard, qui nous renvoie à 1984 et au spot du même nom réalisé pour Apple par Ridley Scott, le metteur en scène d'Alien et de Gladiator. Il avoue aujourd'hui qu'à l'époque, quand il a été contacté pour le projet, il n'avait pas compris qui était le client. Et quand il a entendu Apple, eh bien, il n'a pas pensé à Apple, au nôtre, mais à la maison d'édition des Beatles qui s'appelait Apple Records. Et pourtant, à la lecture du script, Ridley Scott avait dit « Ils ne disent pas ce que c'est, ils ne montrent pas ce que c'est, ils ne disent même pas ce que ça fait. » Ça revenait à transformer de la pub en œuvre d'art. C'était monstrueusement efficace. Moi, je la trouve géniale, cette anecdote, Ellie. Oui, parce qu'on l'a appris et ça vraiment, depuis le temps, personne n'en avait parlé. Hein. C'est incroyable qu'on mette tellement de temps à apprendre un truc comme ça. Mais c'est d'autant plus savoureux, quoi. Il a tourné une pub iconique qui n'a été diffusée qu'une seule fois, officiellement, et toujours une seule fois, même si on l'a vu des millions de fois sur YouTube et ailleurs. Et on apprend que le réalisateur avait même pas compris que c'était pour Apple. Il a fait un concept, c'était un concept magnifique.
Il l'a vu passer certainement au Super Bowl et il ne savait toujours pas pourquoi c'était. et peut-être qu'un jour, il a acheté un Mac et il s'est dit « Ah merde, c'est eux !» Peut-être qu'au moment d'encaisser le chèque, il l'a su. Hein. Ouais. Ouais, je pense qu'il a compris assez vite, mais en tout cas, la première fois qu'on l'a contacté pour le projet, il a pensé Beatles et pas Apple. D'ailleurs, même quand on lui a dit Steve Jobs, je crois qu'il savait pas qui c'était. Donc... Comme quoi. Mais bon. Allez, dans un instant, les rumeurs de la semaine avec le nouvel iPhone SE et les nouveaux iPad Air qui pointent le bout de leur nez. Mais avant, on va vous parler d'une petite mise à jour pour vos AirPods 3. C'est la seule mise à jour de la semaine et comme toutes les mises à jour des AirPods, elle reste très mystérieuse. Son petit nom, 4C170. Alors, elle ne concerne que les AirPods 3. Hein. Oui. Et on ne sait pas ce qu'elle fait. On ne sait pas ce qu'elle fait, c'est ça. Comme d'habitude. Donc si quelqu'un arrive à trouver la solution, qu'il n'hésite pas à nous envoyer un mail. Hein. Voilà, on est intéressé, mais ça, c'est obscur, les mises à jour des AirPods quand même. Ça reste mystérieux. Il y en a qui l'ont, d'autres qui ne l'ont pas. Bref, c'est particulier. Peut-être qu'un jour, Apple arrivera à nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle fait et on ne sait toujours pas comment on fait vraiment pour la récupérer, parce que ça se fait tout seul ou pas. Ou pas. Sur AirPods Pro, on avait compris à peu près, et encore, on avait un tuto, et encore ça ne marche pas tout le temps, mais on avait compris, mais sur les 3, je ne sais pas. Non, moi, je n'ai pas d'AirPods 3, donc je ne peux pas tester vraiment. J'attends impatiemment les prochains AirPods Pro 2, hein, mais je crois que, comme on a dit, il va falloir attendre la fin de l'année. Hein. Ouais. Mais il y a des petites choses qu'on apprend comme ça. J'ai vu, lors de la dernière mise à jour sur mon iPhone, que maintenant, ça y est, ils ont activé cette fonctionnalité qui permet, lors d'une conversation audio, d'avoir une voix prédominante ou d'avoir tous les sons autour. Et en fait, ça apparaît au niveau du panneau de contrôle de l'iPhone avec une petite pastille orange qui s'active lorsqu'on peut changer le mode de fonctionnement du microphone. Sinon, honnêtement, je ne m'étais pas aperçu que c'était possible de le faire. Je m'en suis aperçu tout à l'heure, juste avant l'émission. J'ai pas vu non plus, tu vois. Bah, c'est magique. Il y a des choses qui arrivent comme ça sur l'écran de ton iPhone. Tu dis, mais pourquoi c'est orange ? Tu cliques, ils te disent, il y a 3 choix. Isoler la voix, entendre le truc, etc. Je dis, génial, quoi. Mais dites-le, les garçons, qu'on le sache. Apple, enfin. En tout cas, on peut donner les conseils pour que cette mise à jour se fasse. Si vous avez des AirPods 3, c'est quoi ? C'est 1, il faut mettre les AirPods dans leur étui. Oui. 2, il faut brancher l'étui au secteur, en charge. À une alimentation. Et 3, il faut mettre l'iPhone à côté. Oui. Et ouvrir. Et faire des incantations de druides et de magie, et logiquement. Et il faut ouvrir les réglages des AirPods de façon à voir quelle est la version actuelle du firmware. Quand on regarde, il doit se dire, tiens, il a vérifié quand même. Et donc là, du coup, si on les laisse brancher avec l'iPhone à côté, il dit, non, il a vérifié, on va lui faire la surprise quand même. S'il vérifie pas, c'est qu'il s'en fout. Donc, voilà. La psychologie des écouteurs sans fil. On peut aussi leur parler doucement. Il y en a qui disent que les incantations, justement, il faut leur dire gentil, il faut caresser le boîtier. Enfin, on peut imaginer plein de choses, mais à un moment donné, ça se produit. Bon, en tout cas, si vous avez des AirPods 3, et si cette mise à jour a pu se faire, ou au contraire, si vous n'arrivez pas à la faire, envoyez-nous un petit tweet avec le hashtag #AWeekLSA pour nous raconter votre mésaventure ou votre aventure avec cette mise à jour. Donc la 4C170, la dernière mise à jour en date à récupérer pour vos écouteurs sans fil. Allez, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour les rumeurs de la semaine. Le nouvel iPhone SE et les nouveaux iPad Air n'ont jamais été aussi proches, Ellie, n'est-ce pas ? Et oui, car Apple a déclaré leur existence dans une de ces bases de données d'Europe de l'Est dont ils ont le secret. Parce que ça leur permet ensuite, à partir du moment où il est validé, ils pensent qu'on ne va pas s'en apercevoir, hein, mais malheureusement pour eux, il y a toujours des gens qui guettent, quel que soit le pays, ce genre de choses, et donc ils ont déclaré des produits sans trop dire ce que c'est, mais on a compris qu'il y aurait au moins un iPhone, donc on sait que s'il y a un iPhone, c'est le prochain SE, et puis des nouvelles tablettes qui, d'après les caractéristiques, ressembleraient vraiment beaucoup à des iPad Air qu'on attend. Il y aurait peut-être, non, des iPad Air, et c'est tout. Et c'est tout. Pour l'instant.
Pour l'instant. Les iPads 11e génération arriveront le moment venu, c'est-à-dire probablement à la rentrée, comme d'habitude. François, l'iPad Air, est-ce que ça s'annonce comme une mise à jour importante ? Non, pour moi, la grosse mise à jour, c'était l'année dernière avec le lancement du modèle numéro 4. Là, je pense que c'est surtout un rattrapage, en fait, parce que pour moi, ça restera toujours un mystère pourquoi Apple, au mois de septembre, n'a pas présenté aussi un iPad Air 5 au même moment où le nouvel iPad mini 6 sortait, parce qu'au final, on se retrouve avec un iPad mini qui a des specs qui sont meilleurs que celles de l'iPad Air, qui est théoriquement vendu plus cher. Alors, vous avez moyen de le trouver à pas très très cher il y a des promotions régulièrement à droite à gauche, mais c'est vrai qu'il n'y a pas Center Stage, il n'y a pas la dernière puce à 15, si je compte bien. Ouais. Enfin, il y a plein de petits éléments comme ça qu'on retrouve sur l'iPad mini, qu'on retrouve pas sur l'iPad Air, et je trouve ça assez illogique. Moi, je m'attendrais vraiment à ce qu'on ait les deux gammes qui évoluent en même temps, c'est-à-dire iPad mini, iPad Air, et puis de l'autre côté, l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Pro 13 pouces, ça paraît très logique. Mais voilà, c'est ma logique à moi, mais c'est pas celle d'Apple, visiblement. Ouais. Non, mais il y a une explication, en fait. C'est parce que Apple sait très bien, au moment où ils annoncent ces produits-là, qu'il y a une rupture des composants. Ils savent très bien, même s'ils ne l'ont pas annoncé à ce moment-là au public, qu'ils allaient être obligés de reporter une partie de leur production sur les iPhones et que du coup, même les produits annoncés, à savoir l'iPad mini que nous adorons tous, 6e génération, et l'iPad normal, se sont retrouvés quasiment indisponibles, tout simplement parce qu'Apple leur a piqué les composants. Donc ils ne pouvaient pas sortir des iPad Air donc super populaires avec un A15. En fait, les caractéristiques qu'on attend de cette prochaine génération, c'est un processeur A15 et la 5G. Donc c'est ça principalement, hein. Il n'y aura pas une autre rupture. Ils seront USB-C, c'est très bien. Ouais. Je pense qu'Apple voulait absolument sortir l'iPad mini 6 et ils ont eu raison, parce que sinon on aurait fait une dépression, François et moi. Donc, et on est tellement content de l'avoir, celui-là. Ouais. Et donc, ça arrive, c'est un petit rattrapage. Je pense que dans un temps normal, sans pénurie de composants, François a raison, ces produits doivent sortir en même temps. Bon, on passe au HomePod et au HomePod mini. On apprend par notre ami de Bloomberg, Mark Gurman, qu'Apple a très sérieusement envisagé des versions sur batterie. Finalement, elles ne sont pas sorties puisque les deux enceintes ne fonctionnent que avec un fil à la patte. Qu'est-ce que ça dit d'abord sur le projet et sur le temps qu'Apple a consacré à l'étude de la sortie de ces enceintes, François? Ce qui est sûr, c'est qu'Apple y a beaucoup cogité, a beaucoup réfléchi. Après, je pense qu'Apple aussi s'est reposé sur l'expérience que pouvait avoir Beats, parce que Beats proposait des enceintes sans fil sur batterie aussi. Maintenant, je suis pas convaincu que ce soit dans l'idée d'Apple de produire de ce type de produit sans fil, parce que ça reste quand même, ils sont énormément dépendants d'Internet. Donc ça voudrait dire potentiellement trouver des moyens de les relier à d'autres appareils. Le HomePod, il est Wi-Fi, il doit être Bluetooth au début pour amorcer un processus peut-être de pairage avec l'iPhone, pense, mais ce sera vérifié. C'est pas les mêmes composants, donc je pense pas qu'Apple s'amusera à sortir ça un jour. Maintenant, la petite frustration qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, oui, effectivement, ça pourrait être sympa quand on est dehors, imaginons dans notre jardin, et qu'on a envie de mettre des HomePod, on pourrait, mais le problème, c'est qu'il faut du Wi-Fi, et il faut une prise électrique, donc ça paraît beaucoup de conditions, donc pas très étonnant qu'Apple ne l'ait pas sorti, ils l'ont sans doute envisagé. Maintenant, je pense que cette gamme-là, ce serait peut-être plutôt du côté de Beats que du côté d'Apple. Alors, tu dis qu'il faut une prise électrique, François, c'est vrai, et en même temps, plus complètement, parce que on peut désormais utiliser un HomePod mini avec un chargeur externe, à condition qu'il fournisse au moins 18 watts de puissance. Et ça a été une des nouveautés amenée discrètement par une mise à jour du logiciel du HomePod. Apple n'a pas communiqué dessus, mais c'est confirmé. Oui, on en a parlé d'ailleurs dans i5 et ça permet d'utiliser surtout des chargeurs externes. Ça ne permet pas pour l'instant de le brancher sur une batterie ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, si c'était le cas, il faudrait vraiment une grosse batterie. Après, ce que pourrait faire Apple, mais vu l'expérience qu'ils ont eue dans ce merveilleux produit multicharge, dont je n'ose même plus prononcer le nom parce qu'il est exorcisé quelque part. On voit ce que tu veux dire. Oui, ils auraient pu
imaginez un AirPod avec une sorte de MagSafe dessous, hein, ça se prête très bien, et qu'en fait on pourrait poser sur une sorte de base qui le chargerait à 18 watts et permettrait de l'utiliser. Donc pour l'extérieur. Mais à l'extérieur, il faut avoir du Wi-Fi. Tout le monde n'a pas du Wi-Fi dans son jardin. Et du coup, si tu perds le Wi-Fi, tu perds le lossless. Et puis l'autre chose, on en a parlé dans i5, c'est que le HomePod mini est le routeur par excellence pour faire du HomeKit, du Mesh et du Matter. Donc c'est vraiment la fonctionnalité qu'on a découvert, qu'on ne connaissait pas au moment où il est sorti, mais qu'on apprécie le plus parce que ça permet pour moins de 100 € d'avoir un vrai concentrateur qui permet d'accéder à la domotique de l'extérieur de la maison. Donc je pense que ça c'est primordial. C'est pas impossible qu'un jour Apple sorte un HomePod mobile, mais moi je suis d'accord, ça sera plutôt dans la gamme Beats, hein, si on avait les codecs qui vont bien. Or aujourd'hui, pour avoir du lossless, c'est Wi-Fi et pas autre chose. On attendra de voir ce nouvel AirPod Pro en fin d'année pour voir si vraiment on arrive à faire du lossless sur des casques. Et puis après, on verra sur les enceintes. Mais le HomePod mini est tellement bien tel qu'il est. Si on a besoin de faire quelque chose de vraiment portable, il y a d'autres produits équivalents chez d'autres constructeurs, y compris Beats, mais je crois qu'ils ont arrêté le pile, donc il faudra attendre. Mais Sonos fait ça bien avec un produit qui s'appelle le ROM, pour ceux qui aiment bien. Donc ils peuvent pas tout faire. Donc déjà, moi, le HomePod mini, je trouve que aussi, je crois. Bose propose bien entendu, mais c'est du Bluetooth. Et Sonos aussi, ouais, en Bluetooth, ouais. C'est du Bluetooth, c'est pas du Wi-Fi. C'est du Bluetooth. Donc, je pense que Apple n'est pas aujourd'hui sur... Le Bluetooth est utilisé sur un HomePod mini pour deux choses. Le premier appairage, parce que ça permet de reconnaître l'iPhone qui va servir à le configurer. Et quand on approche un produit, ça permet de dire, tu viens d'approcher un iPhone, est-ce que tu veux que je récupère le son que tu as, ou est-ce que tu veux, d'ailleurs, s'il est en train de jouer sur ton HomePod mini, tu arrives avec ton iPhone et il te propose, est-ce que tu veux récupérer la chanson que je suis en train de jouer sur ton iPhone avant de partir? Ça, c'est cool, c'est de la proximité, mais ça reste une interaction très limitée. Bon, on va passer au casque futur casque Apple de réalité virtuelle ou mixte, on va dire. Le prix élevé semble se confirmer, Elie. Oui, mais celui qu'on a entendu est même plus bas que ce qu'on avait entendu, parce que là, on parle de $2000. Moi, j'avais entendu entre 2005 et 3000, hein, donc 2005 minimum. Donc, à 2000, c'est même moins cher que ce qu'on pensait. Si, ça se confirme. Hein. On va pas dire que c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, voilà, le plafond, ça a été 3000. On est aujourd'hui plus entre 2000 et 2005, c'est ce qu'on peut dire. C'est ça. Mais ce sera sans le câble de charge. Ah oui. Qui vaudra 500, donc. Ah, au fait, vous voulez un scoop comme ça, puisque on est dans les rumeurs, un scoop. Bien sûr. Vous savez que Apple ne livrera plus d'écouteurs sur les iPhones. Ils ont sorti de nouvelles références. Donc les grossistes ne les ont pas, donc les clients ne les ont pas encore, mais on aura une petite boîte où il n'y aura plus l'écouteur. Alors pourquoi est-ce qu'Apple ne doit plus respecter la loi, ou est-ce que la loi a changé? Mais quand dans quelques semaines ou quelques jours, suivant là où vous irez l'acheter, vous allez acheter un iPhone, il n'y aura pas de chargeur, mais il n'y aura plus de casque non plus. En France, vous savez qu'il y a cette boîte blanche, c'est sur emballage blanc qui contient juste le casque. Et donc ça a officiellement disparu. Par contre, le prix n'a pas changé. Donc Apple fait une petite marge représentant ce petit casque de 19 €. Il faut bien contenter les actionnaires, plus la boîte, mais plus les économies de transport. Oui, il faut un geste pour l'écologie. L'empreinte carbone diminue, on ne va pas leur reprocher de gagner 19 €, non. Ils auraient pu faire un effort sur le prix quand même. Et j'aime beaucoup le mot écologie. Ouais, c'est un lapsus révélateur. Ouais. Un beau lapsus. Bon, merci pour cette info, Elie, dont j'avais entendu parler il y a plusieurs semaines, mais qui semble se confirmer très concrètement chez Apple. On a eu un tarif, et la seule chose qu'on a vue, c'est que les références ont changé, et que dans la référence, il n'y a plus l'écouteur, mais par contre, le prix est le même. C'est comme ça. À partir de quand ? À partir le tarif est publié, à partir du moment où on n'aura plus dans les stocks de boîtes et que les grossistes commencent à nous livrer des nouveaux produits,
Sauf que comme eux ne les ont pas reçus, et que les iPhones s'achètent que par des grossistes, tant que les grossistes n'en ont pas reçu, on risque pas d'en recevoir. Hein. Mais ça va se faire. Hein. Donc on peut dire, si vous prévoyez d'acheter un iPhone très très bientôt, n'attendez pas trop, comme ça vous aurez les écouteurs avec. Voilà. Ce sera toujours ça de gagner par rapport aux boîtes qui seront en magasin quelques jours plus tard. Personne on va finir ne par s'en sert, mais c'est pas grave. Personne ne s'en sert, tu dis? Moi aussi. Non, les gens. Parfois. Les gens ont des AirPods. Regarde Ellie, il est pas beau avec ses écouteurs. Ouais, mais c'est un vieux casque jack qu'il a, c'est pas un casque Lightning. Le casque fourni avec l'iPhone, c'est un casque Lightning qui ne fonctionne qu'avec l'iPhone, donc et même plus avec les iPads maintenant. Donc. Mais je vous promets que si on arrive à tenir des émissions qui fassent moins de 2 heures, je mettrai des AirPods Pro, mais c'est que j'en avais assez que ça coupe en plein milieu de l'émission et chercher un autre casque. Donc, faut qu'on passe au sujet suivant pour faire moins d'une heure. Ouais, allez, on va passer au sujet suivant, d'autant qu'il est croustillant. Une tablette avec encoche, alors pas chez Apple, mais chez... Samsung. Eh oui, Samsung. Alors cette tablette, elle n'est pas officielle, mais elle apparaît sur une page support du site de Samsung consacré à Bixby. C'est l'équivalent de Siri chez le coréen. Alors, il s'agit probablement de la future Galaxy Tab S8 Ultra. Et le plus drôle, hein, au-delà de cette fuite qui est probablement pas une erreur, mais qui a dû être orchestrée par Samsung pour créer le buzz, c'est de se souvenir de la manière dont Samsung s'était moqué d'Apple et de son encoche au moment de la sortie de l'iPhone X. Cette encoche Samsung abriterait 2 capteurs à 12 mégapixels. Alors, on ne sait pas à quoi servirait le deuxième capteur. C'est peut-être pour prendre 2 jumeaux. Je sais pas, sinon à part ça, je vois pas. Igor et Krish, pardon. Ah oui, pardon. Voilà, en tout cas, une tablette à venir peut-être chez Samsung avec une encoche. Ça vous fait sourire? Oui, mais en plus, j'ai encore un super scoop, c'est que l'an prochain, si jamais l'iPhone 14 a ce nouveau système que vous adorez, avec un petit trou et une petite fente, je peux vous garantir que le Samsung 19, Galaxy Tab 19, va reprendre ce genre de truc et qu'ils vont trouver ça incroyable. C'est comme ça. Juste après l'avoir critiqué, à l'image du chargeur, à l'image des écouteurs, à l'image d'à peu près tout, bien évidemment. On ne meurt pas de ces contradictions. Bon allez François, reste concentré. Dans un instant, c'est à toi avec ma maison connectée. Le rendez-vous domotique dans iWeek, c'est avec toi François, ma maison connectée, les news de la semaine, un petit peu de news, pas grand-chose, mais un petit peu. Ouais, deux ou trois petites choses à vous faire sentir. Vous comprendrez pourquoi je dis ça avec la dernière news. Ces 2 petits articles que j'ai vu passer sur Mac Génération cette semaine, voilà, je les partage avec vous. C'est plutôt intéressant. On a déjà eu l'occasion de parler de Homebridge. Alors vous connaissez Homebridge, le principe c'est de rendre compatible HomeKit des produits qui ne le sont pas. Donc il y a une grande communauté autour d'Homebridge qui est énormément développée. Et en fait, le problème de base, c'est que pour installer Homebridge, il vous fallait soit un Raspberry Pi, soit l'installer sur un NAS ou autre. Et donc ça permet par exemple, je prends l'exemple des robots aspirateurs, il n'y a pas à ma connaissance de robot aspirateur HomeKit, vous pouvez rendre compatible votre robot aspirateur HomeKit, des caméras aussi d'autres marques qui sont pas HomeKit en native, il y a plein de produits, moi j'ai un ventilateur par exemple Xiaomi, je le confesse, que j'ai rendu compatible HomeKit grâce à Homebridge. Et donc du coup il y a une petite application qui vient de sortir qui permet en fait d'installer un serveur Homebridge sur un iPad ou sur un iPhone. Alors, sur le coup, ça a fait beaucoup discuter en disant c'est un peu bête, parce que ça veut dire qu'il faut que l'iPad soit toujours branché, que l'iPad soit toujours disponible sur le réseau Wi-Fi. Mais en même temps, je rappelle que l'iPad peut aussi servir de pont HomeKit pour l'extérieur. Donc finalement, si vous avez l'un, ça peut servir à l'autre aussi. Donc ça peut être une première solution. Et puis il y a une autre petite application aussi qui a l'air plutôt pas mal. Comment s'appelle cette appli ? L'application s'appelle, tu fais bien de me poser la question et je vais te donner le nom tout de suite parce que je l'ai noté, parce que j'étais sûr de l'oublier. Oui, et ça s'appelle Hub for HomeKit. Oui, elle est payante ? Et c'est gratuit. Ça c'est bien. Donc qui est plutôt pas mal. Elle est en anglais par contre, donc il faut speak English very well if you want to install that on your iPad. Et elle existe aussi sur le Mac App Store. Et ça, c'est un peu... Ah non, pardon. Non, ils le présentent, mais ils disent uniquement sur iPad. Non, j'ai rien dit. Ouais, c'est ça, oui.
Mais du coup, si vous avez un Mac M1, vous pouvez en bricolant réussir à l'installer sur un Mac. Bien sûr. Voilà. T'as vu, Elie, je te rattrape l'info. Merci. Et puis une autre petite application qui s'appelle Script, qui vous permet en fait, donc Scripted, si je le prononce à la française, qui vous permet en fait de pouvoir installer, rendre compatible des caméras HomeKit Secure, vous savez le protocole de sécurisation de vidéos proposé par Apple. Et donc c'est pareil, c'est une petite application que vous installez sur un serveur, donc là il vous faut un serveur, donc ça peut être sur un petit Raspberry Pi ou sur un Docker ou autre, sur un NAS, et ça rend compatible des caméras qui ne sont pas HomeKit Secure, compatibles HomeKit. Alors l'exemple qui est donné, je sais pas si vous connaissez la marque qui s'appelle Unify. Enfin, c'est Ubiquiti pour être très précis au niveau du nom. C'est une marque qui fait des produits réseau qui est très très connue, qui est très utilisée par les utilisateurs Mac parce que l'interface est vraiment sympa. J'ai eu l'occasion d'installer des bornes Wi-Fi, etc. Si vous cherchez du bon réseau, regardez de ce côté-là, c'est du très très bon matériel. Et donc du coup, les caméras Ubiquiti vont être compatibles du coup HomeKit Secure grâce à ce petit plugin. Donc j'ai pas de caméra de cette marque là, mais je pense que je compte m'équiper bientôt de produits Unify, donc à ce moment là je pense que je le testerai, je pourrais vous en reparler. Et puis la dernière petite news, si vous voulez avoir une maison qui sent bon, la marque Meros qu'on a déjà évoqué un certain nombre de fois avec Ellie, va proposer une version compatible HomeKit de son diffuseur d'huiles essentielles qui était déjà compatible avec Google Home et avec Alexa, et logiquement ça devrait être compatible Apple HomeKit d'ici peu, un produit qui vaudra une quarantaine d'euros, donc c'est vrai que l'avantage des produits Meros, c'est qu'ils sont de bonne qualité et ils sont relativement abordables. Tout à fait. Et on va enfin pouvoir dire, je dis pas le mot, ça pue, et du coup ça va se mettre à diffuser du parfum. On va pouvoir faire un script, moi je dis qu'un raccourci s'impose. C'est fin. Bon, dans un instant, le tuto audio. Je vais vous donner la liste des choses à faire avant de vendre votre Mac. Et oui, mieux vaut ne pas oublier ces quelques étapes essentielles pour remettre un Mac dans le meilleur état et sans vos données surtout dessus. À tout de suite. Vous vendez votre Mac, vous le donnez à un ami, dans tous les cas, il va changer de main, alors ne sous-estimez pas le temps nécessaire à sa préparation. Voici les 9 étapes que je vous conseille de suivre pour récupérer vos données et remettre un Mac remis à zéro comme s'il sortait d'usine. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Étape 1, sauvegardez vos données, que ce soit via iCloud avec Time Machine sur un disque dur externe ou avec un autre logiciel comme Carbon Copy. L'important, c'est de le faire et ne mégotez pas, sauvegardez l'intégralité de votre disque interne. Étape 2, retirez votre Mac de vos appareils autorisés sur Apple Music. Vous avez le droit d'autoriser 5 appareils au maximum. En déautorisant votre Mac, vous récupérez l'une de vos 5 autorisations et vous éviterez aussi que votre acheteur profite de votre abonnement malgré vous. Pour le faire, dans Apple Music, allez dans Compte, Autorisation, puis retirez l'autorisation d'accès de cet ordinateur. Étape 3, déconnectez-vous d'iCloud et de votre nom d'utilisateur Apple ID. Pour iCloud, si vous l'utilisez, allez dans Préférences système, puis Compte Internet. Dans la colonne de gauche, repérez iCloud, cliquez dessus et décochez toutes les cases dans la colonne de droite. Il y en a 13. Ensuite, en bas de la colonne de gauche, cliquez sur le moins pour supprimer le compte iCloud de la liste. Étape 4, déconnectez e-message sur votre Mac. Ouvrez donc l'application Messages sur votre Mac, allez dans le menu Messages, puis Préférences, cliquez sur l'onglet Messages à droite de Général, puis cliquez sur le bouton Fermer la session, confirmé dans la fenêtre pop-up qui apparaît. Étape 5, on n'est jamais trop prudent. Si vous vendez votre Mac à votre voisin, mieux vaut dépairer vos périphériques Bluetooth. Allez donc dans Préférences système, puis dans Bluetooth, et cliquez sur le petit X à droite du nom de chacun de vos périphériques Bluetooth et confirmez dans la fenêtre pop-up en cliquant sur Supprimer. Étape 6, désactivez le chiffrage de votre disque dur en allant dans les Préférences système sur Sécurité et confidentialité. Cliquez sur l'onglet File Vault et si File Vault est activé, cliquez sur Désactiver, mais attention, la désactivation peut prendre plusieurs heures en fonction de la taille de votre disque et donc ne vous y prenez pas au dernier moment. Idéalement, lancez cette désactivation la veille au plus tard. Étape 7, pour les Mac Intel uniquement,
Réinitialisez le mot de passe firmware, sans quoi le nouvel utilisateur de votre Mac ne pourra pas démarrer depuis un disque externe. Lancez le redémarrage de votre Mac et maintenez les touches commande et R enfoncées jusqu'à l'apparition de l'écran de démarrage et donc commande R. Une fois sur l'écran verrouillé, entrez votre mot de passe firmware dans la barre des menus, cliquez sur utilitaire puis allez dans utilitaire de mot de passe firmware, cliquez sur désactiver et confirmer. Il faut alors resetter la NVRAM comme on dit. Pour le faire, redémarrer à nouveau votre Mac en maintenant enfoncé 4 touches, option, commande, P et R, option, commande, P, R, pendant environ 20 secondes. Si votre Mac est équipé d'une puce T2, relâchez les touches dès que le logo Apple disparaît. Sont concernés tous les Macs depuis le MacBook Pro 13 pouces de 2018 jusqu'à l'iMac 5K de 2020 et l'iMac Pro. Sur tous les autres Macs, et notamment les Mac M1, relâchez les touches au deuxième son de redémarrage. Étape 8, on y est presque. Effacez bien sûr votre disque interne et installez un exemplaire tout neuf de macOS. Et puis, étape 9, la dernière, offrez un brin de toilette extérieure à votre Mac. Si vous avez encore la boîte d'origine, rangez-le dedans comme s'il était neuf. Votre acheteur appréciera de pouvoir le déballer. Entrée plat dessert, c'est ton dîner, Ellie. On est à table avec François, serviette autour du cou, fourchette à gauche, couteau à droite. On a faim. Alors, une petite entrée rapide qui parle d'éducation et qui parle du temps qui passe. On a parlé du multiverse et du métaverse. Et figurez-vous que pour Apple, et même pour nous, de temps en temps, dans certaines publications qui apparaissent magiquement, donc des best-of qui apparaissent en janvier, des choses comme ça. Le multiverse, il ne faut pas chercher à comprendre. De quoi tu parles? Mais je parle c'est le multiverse. La rétrospective 2021, c'est ça? Elle est là. On peut peut-être enregistrer la 2022 tout de suite, non, comme ça. Alors, 2022, donc, c'est l'épisode qui manque encore. Il arrive dans quelques heures aussi. Mais figurez-vous que ça, c'est rien comparé à ce qui se passe chez Apple. Parce que figurez-vous que ça fait bien 20 ans qu'on leur envoie des messages, pas tous les jours, mais très souvent, pour leur dire comment ça se fait que quand nous, on essaye de vendre quelque chose en éducation, donc à un enseignant ou à un étudiant, ou un établissement, vous nous demandez 5000 preuves de qui il est, comment il vit, sa carte d'étudiant, une copie, mais quand il veut acheter sur le store éducation Apple, il coche une case en disant « Je reconnais que je suis étudiant, on ne te demande rien de prouver, et tu as ta remise. » Et on leur disait « Mais attendez, c'est trop facile, on a fait l'essai nous-mêmes, tu cliques, je suis étudiant, tu reçois la remise. » Donc on leur disait « Pas juste. » Et donc figurez-vous que 20 ans après, et c'est une rumeur, mais il semblerait que c'est aux États-Unis prudemment, donc ça va peut-être venir en France. Si vous voulez maintenant acheter quelque chose dans le store éducation, vous êtes obligé de vous enregistrer sur leur base qui s'appelle Unidays. Mais c'est déjà le cas en France. Ça existe en France aussi ? C'est déjà le cas depuis des mois. Alors. Et du coup, c'est les États-Unis qui sont en retard. C'est le multiverse encore. C'est encore pire que ça. Alors. La parole au prof. Ouais, le prof va parler, allez, j'y vais, et je vais dire peut-être une grosse bêtise, mais effectivement, à la base, en fait, il y avait le programme qui s'appelle Apple on Campus, qui a migré sur la plateforme Unidays il y a quelques années, mais il y avait toujours un store éducation qui était accessible à tout le monde, je crois, mais de ce pas, je m'en vais aller vérifier s'il existe toujours. Très bien. Donc vas-y, tu peux continuer, Eli. Voilà, et donc en attendant, à la grande surprise des Américains qui profitaient de ce programme comme en France pendant des années, maintenant, il suffit pas de dire je suis étudiant, croyez-moi sur l'honneur, et maintenant il faut le prouver. Ouais, donc, la fête est finie. Mais donc justice est faite, il a fallu 20 ans de messages en disant non mais attendez les mecs, c'est pas sérieux, faites au moins une petite vérification, ou alors dites que nous, on peut faire pareil. Si vous voulez que tout le monde puisse avoir une remise, dites-le nous. Hein. Je confirme, c'est plus que Unidays maintenant. Même quand tu tapes Apple Store Edu, ça ramène à Unidays. Donc effectivement, il faut obligatoirement avoir un compte. Voilà. Bon, donc ils nous ont écoutés d'abord. Et ça a fini par arriver aux États-Unis. Ouais, ce qui est fou, c'est que ça
c'est que ça n'était toujours pas le cas aux US, Mais alors oui. que ça l'était déjà en France. Moi, ça fait effectivement, je pense, bien 2 ans, peut-être 2-3 ans que 3 ans, je pense. j'ai C'est acheté une un news Mac, qu'on avait donnée sur iWeek à l'époque. ouais, pour ma fille. Et l'une des conditions, je crois qu'il faut que l'étudiant fournisse une adresse mail avec le mail de l'université ou de l'établissement qui fait partie d'une base reconnue par C'est exactement Unidays. ça. Ouais. Moi, je peux vous le dire parce que nous, en tant que prof, on a accès à Unidays, mais en fait, on a accès à une partie. Par exemple, si j'ai envie de m'acheter des jeans Levi's, je peux pas parce que, en fait, en fonction de la marque, on a accès ou pas en tant qu'enseignant ou personnel administratif aux remises. Et donc, nous, on a accès aux remises Apple, c'est-à-dire qu'on se connecte avec le centre d'authentification en fait d'Unidays avec une adresse UCO qui est référencée. Quand on s'inscrit, on nous demande l'école à laquelle on fait partie et ça envoie un mail sur la boîte mail officielle. Ouais. Donc tu es obligé de mettre des pantalons en velours ou en flanelle, c'est ça? Ah ben, ça fait très prof. Non, du coup, je mets pas de pantalon du coup. T'es en kilt. Bon, en tout cas, moi, ça m'a vraiment étonné de découvrir que les US n'y étaient pas encore passés. Oui. C'est, au moins justice est faite. Voilà, exactement. Mais c'est ça, les univers parallèles. Hein. C'est Voilà. vraiment ça. Bon, alors on passe au plat de résistance. Et ça, c'était presque c'est un état d'âme plus qu'une news. On a appris cette semaine une info française qui est en même temps très sympa pour quelques-uns et un peu triste pour les autres. C'est que mon confrère est un des grands réseaux d'APR français, donc e-Concept, dont on a parlé ici à plusieurs reprises, est maintenant passé sous contrôle italien. Alors, pour les 3 fondateurs, on espère un jour qu'on aura l'opportunité de discuter avec Philippe Rosy, qui est un ami à qui j'ai proposé de venir dans iWeek nous parler. On l'invite. Oui, Chaudement. vraiment. Et j'espère qu'il viendra. Je pense que là, il est dans une phase où les contrats sont en cours et il y a des choses qu'il peut dire, pas dire, etc. Mais il m'a promis qu'il allait essayer de venir nous en parler dès qu'il peut. Donc je suis très content pour les 3 personnes, les 3 associés donc, qui ont créé e-Concept, parce que je pense qu'ils ont retiré au niveau financier des avantages assez importants et que maintenant ils rejoignent un grand groupe italien qui est le premier APR, le premier réseau d'APR en Italie et le deuxième réseau d'APR en Europe. Donc c'est une énorme boîte. Donc pour eux, je pense que c'est bien. Pour nous, en France, c'est un peu triste que un des plus beaux distributeurs Apple franco-français jusqu'à maintenant passe sous contrôle étranger. C'est un peu toujours triste quand une partie de la France s'en va, comme quand un grand hôtel est racheté par le Qatar ou quand il reste quand même à Paris, mais ce n'est plus un hôtel français. Bon, là c'est pareil, ça va rester un réseau français au moins pendant un certain temps, mais il sera contrôlé par un grand acteur italien. Comme ça arrive après que l'autre grand réseau d'APR ait été, lui, absorbé par un grand retailer. Donc je parle évidemment de BIMP Olis qui a été absorbé par LDLC. Vous le savez, ça fait déjà un peu plus longtemps. Et que donc, pareil, c'est un retailer qui maintenant contrôle un réseau d'APR. Donc, il n'y a plus beaucoup d'APR indépendants en France, en tout cas des APR directs. On était 3, il reste plus que nous, mais je pense qu'Apple va pas tarder à rectifier les choses. Et pour les autres, que je salue au passage pour leur courage, il y a encore quelques entrepreneurs qui avaient fondé un APR, qui ont réussi à avoir plusieurs magasins pour suivre ce que disait Apple. Et à un moment donné, quand ils atteignent une certaine taille et quand ils sont visibles dans le radar, on va dire, européen, il y a quelqu'un qui a de l'argent et qui a envie de s'installer sur le territoire français et qui vient un tout petit peu débouffer. Donc je leur souhaite du courage. Moi je trouve qu'on se retrouve un peu plus seul et c'est pour ça que je disais que c'est un verre à moitié plein ou à moitié vide, parce que pour les uns c'est une très bonne nouvelle et pour les autres c'est un réseau. Je me demande si dans
quelques temps, dans quelques années, ou peut-être même moins que ça, il y aura des grands groupes du retail qui contrôleront la distribution Apple en France, d'une façon directe ou indirecte, mais il n'y aura plus cet esprit indépendant qui a envie de se battre, qui a envie de montrer sa différence, etc. L'argent, encore une fois, est très puissant là-dedans. Moi, je le regrette jusqu'à un certain point. Je suis un peu moins sensible à ce côté-là. Mais encore une fois, si quelqu'un arrive avec un chèque avec beaucoup de zéros derrière, je pense que même nous... à un moment donné. Hein. Bien sûr. Mais bon, c'est un peu de nostalgie par rapport à une époque qu'on a tous connue et qui était une époque qui va peut-être finir un jour ou l'autre. Ouais. Tu disais que tu ne serais pas surpris qu'Apple remette les pendules à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la plupart des APR en Europe sont indirects, c'est-à-dire qu'ils achètent chez un grossiste. Comme d'ailleurs pour les iPhones, mais l'ensemble des produits. Il reste encore quelques exceptions en Europe. En France, nous étions 3. À partir du moment où LDLC a pris le contrôle de Hollis, ils ont un mode d'achat indirect, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'acheter chez Apple, mais ils trouvent que c'est trop compliqué, donc ils n'achètent pas. Donc du coup, il ne faut pas de chiffres. Il y avait eConcept et il y avait nous. eConcept, je ne suis pas certain qu'il reste direct... parce que maintenant c'est l'Italie qui contrôle, mais on n'en sait rien. Et donc, s'il n'y a plus que nous, je pense qu'ils vont nous demander gentiment d'aller rejoindre nos petits camarades indirects. Et donc, on a eu des informations dans ce sens-là d'Apple. Nous, évidemment, ça ne nous fait pas plaisir, parce que ça fait, on en a parlé hors antenne, ça fait 40 ans qu'on a des relations directes avec Apple. Si du jour au lendemain, Apple nous dit... même pas merci, hein. Vous avez un contrat chez le grossiste, vous avez qu'à acheter chez eux. Ça changera rien pour nous au niveau financier, mais ça changera beaucoup de choses pour moi ou pour mon frère, hein, puisque nous sommes 2 associés à avoir créé MCS il y a 41 ans. Et quand au bout de 41 ans, Apple te dit bye, même pas merci, ça fait toujours un tout petit peu mal quelque part. Même si financièrement, encore une fois, ça ne change rien. C'est un sentiment de grande tristesse. Alors pour l'instant, ce qu'on va essayer de faire, c'est se battre. Mais comment tu te bats contre Apple ? Bon, je suis un peu découragé. Vous avez vu qu'aujourd'hui, je n'étais pas très joyeux au début. Grâce à vous, vous m'avez remonté un peu le moral. Mais c'est le genre d'infos que tu apprends et qui dégoûte un peu, parce que ça fait quand tu te bats pour une marque pendant 40 ans, que tu les as soutenus au moment où ils avaient de gros problèmes et que tu as fait vraiment tout ce que tu pouvais pour pousser cette marque et qu'ils te remercient comme ça, tu te dis ok, so what. Ouais. Bon, allez. Ouais, t'as une petite mine, c'est pas seulement la webcam. Hein. C'est écoute, ça passera contexte. peut-être. Ça passera peut-être, on verra bien. Bon, allez. Je suis sûr que le dessert va te remettre du baume au cœur. Ouais, écoute, c'est une info, en même temps c'est un projet, c'est magique de découvrir des choses comme ça. Donc je voulais tirer un énorme coup de chapeau à un développeur polonais qui s'appelle Michal Kapinski. Et ce garçon, il a fait un truc qui est énormissime. C'est-à-dire qu'il a réussi par un hack, et je vais vous expliquer comment, à afficher CarPlay dans une Tesla. Et ça, c'est juste dingue, parce que on a 2 énormes sociétés. Personne n'a jamais réussi jusqu'à maintenant. Non, pas au niveau logiciel. Et là, le truc, il est juste énorme. Tu as Apple qui refuse de vendre une licence, ou d'offrir une licence, parce qu'en plus, elle est gratuite, la licence, à Tesla parce qu'il leur pique des ingénieurs ou parce qu'ils s'aiment pas. Et Tesla qui a dit « Jamais je mettrai CarPlay dans une Tesla, le truc est trop nul. » Mais ensuite, parce qu'ils sont aussi fâchés. Alors, le CarPlay n'est pas trop nul. Hein. Je vous rappelle qu'on trouve ça depuis... une C, je sais même plus, une C7 ou une C8, une voiture à 7000 € ou une Dacia, jusqu'à une Ferrari. Donc 90% des voitures aujourd'hui dans le monde peuvent avoir CarPlay en option s'ils veulent, mais pas Tesla. Alors il y a des hacks
où il faut démonter la Tesla carrément, mettre 12 000 fils, rajouter un écran, etc. J'en ai parlé un jour avec notre ami Serge, qui a dit jamais je ferai ça. Ouais, mais il a dit jamais je ferai ça, je tiens trop à ma Tesla. Et là, il se trouve que donc ce jeune homme, j'ai vu sa photo, il faut le suivre sur Twitter, le mec est passionnant. Je lis un tweet sur 10 parce que le reste il écrit en polonais, hein, donc j'ai un peu de mal. Ouais. Mais de temps en temps, il parle en anglais. Alors, il a fait un truc... Il a fait un truc qui est juste dingue. Alors, il a pris quoi ? Il a pris un Raspberry Pi dont François a parlé, ce qui permet de faire du Homebridge, par exemple. Donc, un petit cube qui vaut une quarantaine d'euros, hein, grosso modo, chez AliExpress. Au lieu de mettre Homebridge, il a mis une version spéciale d'Android qui permet d'installer CarPlay. Et ensuite, il a fait quoi ? Il publie en Wi-Fi. Ce Homebridge, on le contrôle par un navigateur Internet, en fait. Hein. Donc, du coup, le navigateur Internet de la Tesla, il tape une adresse qui fait apparaître CarPlay dessus et il stream l'audio en Bluetooth. Ce qui fait que quand on écoute Apple Music, ça marche parfaitement, ou quand on utilise la navigation, ben tu as le navigateur de la Tesla qui est connecté sur un Raspberry Pi qui affiche Apple Plan et en même temps, le son sort par les haut-parleurs en Bluetooth. Moi, je trouve le truc génial. Alors, quel est l'inconvénient ? C'est qu'évidemment, l'interface tactile, comme il n'a pas tous les accords de Tesla pour pouvoir utiliser l'écran tactile et tout ça, ben, il utilise une souris qui est posée sur la console centrale de la Tesla pour faire le choix. Donc, c'est quand même du bricolage. Hein. Mais il a promis, ben, c'est en fait même pas une alpha, hein. Il a promis que pour l'instant, il a prouvé qu'il était capable de le faire. Et il a dit qu'il va travailler dessus et que le jour où ça sera propre, il le proposera même pour l'instant, dit-il, gratuitement ou dans le domaine public. Alors, je ne sais pas si tout le monde va acheter un Raspberry Pi pour mettre dans une Tesla, mais le truc est tellement incroyable d'ingéniosité. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des vidéos sur Twitter. Moi, quand j'ai vu ça, ça ressemble à un CarPlay, en plus affiché sur l'écran d'une Tesla. C'est juste énorme au niveau taille. Et je dis, mais c'est le rêve, quoi. Moi, le jour où il y a ça, je suis capable de racheter une Tesla. C'est vraiment. Hein. Donc... j'ai envoyé d'ailleurs un tweet, vous avez peut-être vu passer, à Elon Musk en disant bon maintenant ça y est, il y a des gens qui savent le faire, tu peux pas nous mettre CarPlay officiellement qu'on arrête de... Mais il m'a pas répondu. Bon, c'est pas Comment ça, il t'a pas répondu ? Non, il m'a pas répondu, il est comme ça. Mais je l'interroge... Il était occupé à fumer un joint, il peut pas être partout. Mais écoute, je l'interroge périodiquement sur CarPlay sur Tesla, parce que je vous rappelle qu'il a promis devant 700 personnes et devant la télévision française à la question que je lui avais posée quand il était venu en France. Et il m'avait dit, si, on travaille dessus, vous l'aurez dans 6 mois, ça fait 3 ans et demi. Donc, le temps, encore une fois, c'est pour être dans le thème, hein. Le métavers, c'est le temps Apple, Tesla, iWeek est variable. Voilà, il a choisi entre faire des lance-flammes et intégrer CarPlay. Oui, ou faire des sifflets, ou faire des quads. Il a des projets. Mais quelques CarPlay, fusées non. aussi. CarPlay, non. Il a dit qu'il irait d'abord sur Mars, et ensuite on verra. C'est ça. Bah, il y aura peut-être CarPlay dans sa capsule. Ah, écoute, moi je suis pas sûr mais je sais pas, il a des trucs, il dit CarPlay non. Bon, pourquoi non ? Parce que non. D'accord. OK. Parce que c'est Apple. Ouais, mais attends, Apple, il y a pas que des mauvais trucs, hein. Le jour où Tesla sera un vrai concurrent d'Apple, c'est si la rumeur dont on a parlé une fois est que Tesla sortait un smartphone. Parce que Elon Musk qui fait un smartphone, on le regardera, hein. Je ne sais pas avec quoi il tournera et ce qu'il fera, mais on le regardera en tout cas. C'est sûr. Bon, merci Ellie pour ce dîner. Il y avait de tout. C'était très varié. Un peu, ouais, en demi-teinte, on va dire. La semaine prochaine, je vais essayer de faire un peu plus gastronomique. Bon, et heureusement, tu finis sur une note positive. C'est la petite note sucrée pour le dessert quand même. Nos coups de cœur de la semaine. Alors, je ne sais pas si tu en as un, Ellie. Oui. Ah, alors vas-y, à toi l'honneur, parce que tu es chaud, tu es lancé.
Ouais, alors écoute, mon coup de cœur, c'est pour une série. On avait parlé de ces séries qui sont impossibles à avoir en France parce qu'elles ont toutes été cooptées par HBO Max, qui aujourd'hui, toutes les nouveautés intéressantes sont chez HBO Max. Il ne faut pas chercher, sauf qu'on ne peut pas l'avoir en France. Donc c'est un peu dommage. Et donc j'ai enfin réussi à voir, et j'étais vraiment bluffé, j'ai adoré, une série qui s'appelle And Just Like That. Donc c'est une série publiée par Darren Star. Donc Darren Star, on le connaît parce qu'il avait fait Sex and the City, 6 saisons, que j'avais adoré à l'époque, les aventures de Carrie Bradshaw dans New York, la chroniqueuse qui parlait de sexe, etc. avec ses copines. C'est vraiment une série que j'avais adorée, mais c'était il y a 20 ans. Hein. Et donc, entre-temps, ils ont sorti Emily in Paris, on en a parlé. C'est un peu différent, mais c'est toujours Darren Star. Et là... Coquinou va. HBO Max sort donc And Just Like That, et donc il prend les mêmes personnages de Sex and the City. Qui, j'ai dit une bêtise encore? Non, c'est moi qui dis coquinou. Oh bah. Et donc non, mais ce qui est super dans Just Like That, série que je vous conseille quand vous pourrez la regarder, c'est qu'ils ont repris les mêmes personnages, sauf que ces jeunes filles qu'on avait connues à la trentaine ont maintenant 55 ans. Donc, elles n'ont pas du tout les mêmes problèmes, mais c'est les mêmes, dans le même environnement new-yorkais, sauf qu'elles ont des problèmes différents, que ce soit de couple ou physique ou autre. Mais la vie de ces mêmes personnes reprises 25 ans après, c'est juste génial. Génial. Et j'ai... Vivement la version à la ménopause à 55 ans. Bah, écoute... Bah oui, c'est la vie, hein. Bah oui. Mais en tout cas, moi, je vous la conseille vivement. C'est mon coup de cœur de la semaine. Les 8 premiers épisodes sont sortis. Il y en aura 10. Et les 8 ont été vraiment, vraiment très bons. Bon, bah écoute, And Just Like That, si vous arrivez à le trouver, c'est un peu chiant, hein, trouver les séries HBO. Tomber du camion, quoi. Max. Ouais, mais un jour, il y aura HBO Max en France. Bon, oui. Sauf qu'il faudra s'abonner. Donc, voilà. En attendant, voilà, vous trouverez sans doute une solution. On ne vous conseille rien. François, quel est ton coup de cœur de la semaine ? Alors moi, mon coup de cœur, c'est un produit qui a été présenté il y a quelques jours, de la marque Mophie, qu'on connaît assez bien. Donc Mophie, c'est M-O-P-H-I-E. C'est un petit set de rechargement de voyage spécifique Apple, sur lequel en fait vous pouvez recharger à la fois vos AirPods, votre iPhone en MagSafe. Donc du coup, ça veut dire que vous avez la charge rapide à 15 watts et l'Apple Watch. Et donc c'est un petit portefeuille, on va dire ça comme ça, que vous pouvez replier, qui se déploie 3 en 1 entre guillemets, qui se branche en USB-C et qui est fourni aussi avec une petite sacoche. C'est tout mimi, ça a l'air très qualitatif. Généralement les produits Mophie sont vraiment très bons. C'est un produit qui a été annoncé pour l'instant dispo qu'aux États-Unis pour $150, mais je pense que ça devrait arriver en France. Ça rappelle un peu, je trouve, le concept du MagSafe Duo, vous savez, le produit fourni par Apple. On va dire le AirPower en version qui fonctionne, avec lequel vous pouvez recharger à la fois votre iPhone et votre Apple Watch, mais là l'avantage c'est que vous pouvez aussi recharger vos AirPods. Donc voilà, petit coup de cœur de la semaine. Je pense pas que je vais l'acheter parce qu'il faut que j'arrête d'acheter des chargeurs, sinon je vais encore me faire chambrer à la maison, parce qu'il paraît que j'ai 10 000 chargeurs possibles et imaginables pour recharger. Je pourrais recharger 10 fois mon téléphone, mais c'est pas grave, au moins il sera chargé. Merci François. Moi aussi j'ai un coup de cœur cette semaine. J'ai une question à vous poser. Si vous pouviez bénéficier de sous-titres dans FaceTime qui traduisent les propos de votre correspondant étranger en temps réel, ça vous dirait ? Certainement. Eh oui, et je vois que tu as installé mon coup de cœur, Ellie. Ah non, mais moi j'étais bêta-testeur déjà depuis un moment. Ah. Alors oui. tu sais de quoi je parle. Oui. Mais je te laisse quand même l'expliquer, bien sûr. Alors on peut tirer notre chapeau à l'appli qui s'appelle Navi, N-A-V-I. Qui a trouvé donc un débouché assez génial à SharePlay. Ça réconciliera peut-être d'ailleurs notre ami Fabrice Neumann, qu'on embrasse, avec SharePlay, CF, l'émission d'il y a 15 jours ou une semaine. Enfin, un usage vraiment intéressant, au-delà du partage de musique et de vidéos avec ses amis qui fait un peu gadget. Évidemment, si vous ne parlez pas la langue de votre interlocuteur, c'est une appli qui change tout, hein, parce que vous allez enfin pouvoir communiquer sans aucun délai d'attente. Si vous apprenez une langue étrangère aussi, c'est magique. Et puis on pense aussi à nos problèmes
Et puis on pense aussi à nos amis avec des problèmes d'audition. Navi peut aussi sous-titrer sans traduction évidemment, et donc c'est une aide à l'accessibilité très importante qui fonctionne sur iPhone, sur iPad et sur Mac. Alors l'appli supporte 11 langues, dont le français bien sûr, l'anglais, mais aussi le chinois, le russe, le turc, l'italien, l'espagnol, l'allemand, le néerlandais, le polonais et le suédois. Bon, il manque en gros le japonais et le portugais pour pouvoir aller partout dans le monde. Alors combien ça coûte ? Eh bien les sous-titres sans traduction sont illimités. Ce qui est payant, ce sont les traductions, les sous-titres donc avec traduction. Et là, alors c'est pas encore complètement clair. 2 packs in-app sont proposés, l'un à 5 €, l'autre à 15 €, avec un certain nombre de jetons de traduction. C'est ça. Mais, en tout cas, sur mon iPhone, c'est complètement buggé. Il y a un calculateur de jetons qui, chez moi, ne marche pas. Alors, j'ai contacté le développeur de l'appli qui s'appelle Jordi Breen, très sympa, qui m'a répondu tout de suite en me disant que ça allait être réglé très vite. Et d'ailleurs, que la prochaine grosse mise à jour de l'appli allait permettre de tester les sous-titres avec traduction gratuitement. En tout cas, ça marche très bien déjà sans traduction. Et puisque tu es bêta-testeur, Ellie, je voudrais bien avoir ton avis, parce que tu l'as entre les mains depuis plus longtemps que moi. Oui, en fait, ça marche assez bien. Je m'en suis servi de façon un peu limitée pour l'instant parce que effectivement, j'ai eu le même problème que toi. Donc, à savoir, à partir du moment où tu veux faire des traductions, il y a quelque chose qui est payant. Mais quand tu es bêta-testeur, tu ne peux pas payer. C'est un peu comme Infuse, où quand tu essayes d'utiliser Infuse Pro, il te dit il faut t'abonner. Donc, tu t'abonnes, mais comme tu es bêta-testeur, la transaction passe pas, et donc tu peux t'en servir pendant quelques minutes, et puis le lendemain, il te dit tu n'es pas pro, donc tu te réabonnes, mais il ne te prend pas ton paiement. Et donc, du coup, c'est un peu bloqué comme ça, mais sinon, c'est assez sympa, je trouve, et c'est très utile. Ça, franchement, c'est très sympa. Si vous ne voulez pas attendre une semaine avant de nous entendre à nouveau nos jolies voix, la solution c'est i5 sur Spotify et Apple Podcast, un épisode par jour du lundi au vendredi, 5 grosses minutes par jour avec les 5 infos essentielles, rien que du très chaud pour vos oreilles, plus de 20 épisodes par mois pour moins de 5 €, 4,99 €. Alors essayez i5 et abonnez-vous. @iWeekNews, c'est iWeek sur Twitter. Followez-nous et retweetez nos news et nos épisodes. On a besoin de votre soutien et de vos communautés. Tout comme sur patreon.com/iWeek. Contribuer à l'existence d'iWeek, pour nous c'est du boulot et c'est du temps. Et votre soutien financier est capital pour continuer et nous aider à développer iWeek. On se retrouve jeudi prochain les amis, on sera le 27 janvier, ce sera l'épisode 75. Ce sera aussi l'anniversaire de ma maman. Alors je vais lui souhaiter un bon anniversaire dès aujourd'hui. Anniversaire. Ça suffit. C'est la semaine prochaine. Mais au cas où j'oublie la semaine prochaine, je l'aurais fait au moins aujourd'hui. Maman, je t'embrasse. Salut les amis. Salut. Bonsoir. Bonne fin de semaine, Ellie. Yes, thank you. Grosse See bise. you soon. Et salut François. Salut à tous, bonne fin de semaine et portez-vous bien. À très vite dans i5. On embrasse aussi Jean-Christophe, Gilles et Fabrice. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Passez un bon week-end et à jeudi prochain. Bye bye. Ciao.